Homme politique congolais, il fut député national et président de l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui secrétaire général du MLC. Y a-t-il une image ou un cliché que vous gardez de la journée du 30 juin 1960 ? Le 30 juin, pour moi, c'était un jeudi. Les souvenirs que j'en garde aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a rapporté, que ce soit par mes parents ou bien les personnes plus âgées que moi, c'était une journée d'euphorie. Une euphorie collective. Les gens pensaient que réellement, les choses allaient radicalement changer et qu'on allait accéder pas seulement à l'indépendance, à la liberté, à la prospérité et au développement. Donc les gens étaient presque euphoriques, se disaient maintenant ça va commencer. Et il faut dire aussi, dans le discours de Lumumba, ce jour-là, il dit nous allons maintenant montrer à la face du monde ce que l'homme noir est capable de faire lorsqu'il a la liberté. Donc voilà, le rêve était permis. Mais malheureusement, quelques jours après, les choses vont dégénérer. Mais ce jour-là, c'était une grande fête dans les grandes villes de Kinshasa. Les gens pensaient que tout devenait possible aujourd'hui parce que nous avons accédé à l'indépendance. Voici ma première question. Est-ce que, selon vous, l'indépendance de notre pays était une question de fierté, d'honneur ou de dignité ? Pour moi, la réponse est claire, c'était une question de dignité. Parce que peut-être ce que les gens ne savent pas, on habitait dans notre pays, mais il y a des endroits, des lieux où les Congolais n'avaient pas le droit soit d'aller, soit d'habiter. Par exemple, nous sommes dans la ville de Kinshasa, ce qui était à l'époque la commune de Kalina, était une commune européenne, c'est-à-dire que les Noirs ne pouvaient pas habiter ici. Il y avait des communes mixtes où les Noirs et les Blancs pouvaient cohabiter, c'était Limité Ngaliema. Et puis, il y avait les communes indigènes, c'est-à-dire Kitambo, Saint-Jean et les autres. Donc, il y avait dans notre propre pays des endroits où nous ne pouvons pas aller librement nous installer. Et puis, il y avait des endroits où on ne pouvait pas accéder. Il y avait des bars. L'apartheid n'était pas proclamé, mais l'apartheid se faisait de manière factuelle, c'était des faits. Je vous donne un exemple, une petite anecdote qui a poussé Lumumba, qui lui a fait prendre conscience qu'il doit se battre. Un jour, il raconte, il traverse, il va à Brazzaville, je ne sais pas ce qu'il est allé faire pour passer un week-end, et dans le centre-ville de Brazzaville, il a soif. Il a soif, il y a un bar, une terrasse, dans le centre-ville, tenu par des Français à l'époque, et il est là autour de la clôture en train de voir, de lever la tête. Il y a une dame blanche qui est dans la parcelle qui l'interpelle. Monsieur, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Il dit non madame, excusez-moi, je suis en train de chercher l'un de vos employés, les serveurs, le boy. Il dit mais pourquoi? Il dit non parce que j'ai soif, j'aimerais qu'il me serve, qu'il me donne un peu d'eau. La dame lui dit non, il n'y a pas de problème, entrez. La dame blanche, la française, a fait entrer Lumumba dans la terrasse, il a fait asseoir, il lui a servi un verre d'eau fraîche, il lui a demandé des nouvelles de Léopoldville, parce que Lumumba lui disait que je viens de Léopoldville. Donc, et puis Lumumba est parti. Alors que les Français étaient là, ils buvaient, personne ne s'occupait de lui. Lumumba a dit, et je reviens à votre question, pourquoi ici on me traite comme un être humain dans toute ma dignité, alors qu'en face, ce qui vient de se passer ici ne pouvait pas se passer à Léopoldville. Il a compris que c'est un système, ce n'est pas question de racisme blanc-noir, parce qu'on voit très bien qu'il y a des blancs qui respectent le noir, alors qu'ici chez nous ce n'était pas le cas d'après Lumumba. Donc il s'est engagé dans la lutte pour l'indépendance. Donc c'était une question pour moi de dignité. Il fallait absolument qu'on accède à cette liberté qui est de soutenir que Lumumba fut le père de la nation congolaise. Non, Lumumba, il faut distinguer deux choses. L'idée de l'indépendance avait déjà commencé avant. Même on peut dire dans certains discours de Simon Kimbangu, on voit qu'il il prophétise qu'un jour l'homme noir sera libre. Donc il y pense déjà. Mais politiquement, la formation politique commence à parler d'indépendance en premier dans une déclaration publique, c'est la Bako. La Bako de Nzezalando qui deviendra la Bako de Joseph Kasavubu. Donc l'idée d'indépendance précède Lumumba. Mais Lumumba, ce qui les caractérise,
Lumumba est celui qui a cru que les 80 ans de colonisation belge a créé une nation congolaise, alors que d'autres leaders politiques congolais de la même époque n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas que nous sommes devenus un peuple. Même les Belges, même ce qui est paradoxal. Même les Belges, souvent, même les discours du roi Baudouin de l'époque, lorsque vous lisez ces discours, ils parlent des populations congolaises. Il utilise toujours le pluriel. Les populations congolaises. Donc, ils ne croient pas que ces populations sont devenues une entité. Lumumba a l'intuition que nous sommes devenus un peuple. Et c'est comme ça qu'il va se battre pour la nation. Il se bat bien sûr pour l'indépendance, à la table ronde. Mais son apport essentiel, c'est le fait d'avoir cru que nous sommes devenus un peuple. Et l'exemple qu'il aimait souvent donner, c'est le fait que prenez un Mukongo de Kinshasa, de Léopoldville, un Mukongo de Brazzaville, ils sont devenus différents. Prenez un Mukongo de Kinshasa, prenez un Mukongo d'Angola, ils ne sont plus les mêmes, n'ont plus les mêmes profils. Donc nous sommes devenus un peuple. Et politiquement, il a même pris un risque. En 1960, les élections législatives de 1960, Lumumba a pris le risque de se présenter à Kisangani, qui n'était pas sa province d'origine, il est du Kasaï, et il n'était même pas membre des tribus de Kisangani. Et la population lui a fait confiance parce qu'il a été élu massivement. Alors que même aujourd'hui, vous savez très bien, beaucoup de nos députés nationaux qu'on appelle députés nationaux, en réalité c'est des délégués tribaux. Hein, dès que les élections arrivent, chacun va dans sa tribu, on ne prend pas de risques, quoi. Va dans sa tribu chercher la légitimité. Donc voilà, Lumumba aujourd'hui est considéré comme le père, pas le père de l'indépendance, Kasavubu est le père de l'indépendance avec d'autres. Lumumba est le père de la nation congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui la nation congolaise vous paraît être fragilisée? Oui, la nation congolaise est fragilisée. Nous avons un rapport entre l'État congolais et la nation. Lorsque les Belges arrivent, la nation n'existait pas. Ils trouvent des entités politiques, des tribus, par exemple une partie du royaume Congo qui vont découper, intégrer ici, l'empire Lunda, voilà. Ils mettent tous ces gens ensemble par la contrainte. Par la contrainte, on nous met ensemble, l'État domine, c'est une colonie d'exploitation, on nous domine, mais lorsqu'on domine ces gens-là, nous sommes mis sous les mêmes sorts, sous les mêmes destins, on voit que l'État indépendant du Congo commence à fabriquer, inconsciemment d'ailleurs, la nation congolaise. Et on accède à l'indépendance, on a ces rapports, l'État devient fort, la nation monte. Et à l'indépendance, 60-65, l'État s'effondre avec les sécessions et tout, et la nation aussi commence à s'effondrer. Et Mobutu arrive, 65, disons jusqu'à 90, et Mobutu, il est dans un rapport où l'État devient fort, la nation se renforce avec l'animation populaire, les gouverneurs qui viennent d'ici, qui peuvent aller là-bas, l'armée qui fait des mutations, les mariages interprovinciaux, les mariages interethniques que Mobutu favorise, renforcent la nation congolaise. Mais à partir de 90, on voit que l'État commence à s'effondrer, la nation congolaise s'affaiblit. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il n'est pas rare dans un ministère de voir que le ministre se fait accompagner avec les membres de sa tribu, qu'il appelle les collaborateurs. Il parle presque en dialecte dans certains ministères. Donc on sent très bien que l'idée des nations est en train de s'effriter. Pourquoi? Parce que l'État congolais lui-même est devenu déliquescent. Je crois qu'il faut renverser la machine, renverser la vapeur, renforcer l'État pour que la nation puisse se revigorer. Parce que sinon, si on continue comme ça, il va y avoir une déliquescence. Il y a des mouvements Bakatakatanga, il y a des mouvements sécessionnistes, indépendantistes à gauche, à droite, qui peuvent continuer à pulluler si l'État n'est pas revigoré. Aujourd'hui, nous avons la chance de bénéficier de la solidarité, qui est la plus grande opération des Nations Unies de maintien de la paix dans le monde, avec un budget qui tourne autour d'1 milliard 400 millions de dollars chaque année, et la MONUSCO essaie de suppléer les carences de l'État sur le plan sécuritaire, mais on n'aura pas la MONUSCO tout le temps. Nous devons maintenant nous prendre conscience, il faut que l'État revienne, c'est-à-dire quoi? Il nous faut une bonne administration. Je vous donne un exemple. Vous savez combien touche un administrateur du territoire? Aujourd'hui, il est autour de $70. Et le monsieur, on lui donne à gérer une entité comme Bafouassende. Bafouassende, c'est le plus grand territoire de notre pays. C'est le Rwanda,
l'Ouganda mis ensemble, c'est moins que Bafoussende. Donc il y a un monsieur, vous lui confiez de gérer un territoire plus grand que le Rwanda et l'Ouganda mis ensemble, il n'a même pas une pick-up. Et il touche $70 par mois. Qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Donc je pense, et c'est là on revient à l'origine du Congo. Comment Léopold II a créé cet État, il a créé cette nation par les administrateurs du territoire. Jusqu'en 1960, vous savez que tous les administrateurs du territoire étaient des Blancs, parce que c'était une très grande fonction. C'est les représentants du chef de l'État dans les territoires. Et aujourd'hui, l'administrateur du territoire, c'est un pauvre monsieur. Parce qu'il va à pied, il n'a pas de revenus, il est malheureux. Revenons, renforcer l'État, l'administration, l'armée, la police, la justice. Les gens doivent savoir que l'État est revenu. Et lorsque vous revenez, la solidarité nationale va se faire. Aujourd'hui, il y a des scènes que nous sommes en train de voir. Des Congolais ont été expulsés de Brazzaville. Ils sont à Kinshasa. Maintenant, aujourd'hui, puisque l'État est incapable de gérer ces problèmes, on délègue les problèmes aux gouverneurs des provinces. J'ai vu les Né-Congo venir chercher les leurs. Et les gens de l'Équateur, hier je les ai vus, députés originaires de l'Équateur, ils ont amené à manger à leurs frères. Je pense que c'est des mauvais signaux que nous sommes en train d'envoyer à la population. Des trois mots suivants, dignité, honneur et fierté, quel est selon vous le mot le plus important lorsque vous vous projetez dans l'avenir de la RDC? Je pense que c'est peut-être la fierté. Aujourd'hui, le Congo est devenu, ce qu'on raconte dans la Bible, nous sommes devenus la risée de nos voisins. Nous sommes devenus la risée. Alors, je crois que nous devons quand même avoir un sursaut d'orgueil. Pourquoi? Nous avons tous les potentiels. Nous avons tous les ingrédients pour faire quelque chose, une recette de cuisine qui sera appréciée par tout le monde. Il y a de la viande, il y a des oignons, il y a tout. Il nous suffit maintenant de faire la cuisine. Qu'est-ce que le Congo a? Il y a un grand analyste américain qui était conseiller de Bush, qui a écrit un ouvrage qui parle de The Clash of Civilization, le choc des civilisations. Il dit quoi? Il dit dans le monde, les pays vont se regrouper maintenant par civilisation et non plus par idéologie. Vous avez les capitalistes, les communistes, il dit ça c'est fini. Maintenant, les peuples, les gens vont se réunir par civilisation, ère culturelle. Et dans chaque ère culturelle, il y aura un pays qui va jouer le rôle de leader de la culture. Il a parlé de la culture occidentale, judéo-chrétienne. La France, l'Allemagne, tous ces pays-là, avaient comme leadership assumé par les États-Unis. Vous avez les mondes arabo-musulmans, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie et tous ces pays que vous connaissez. Et il y aura un pays qui doit prendre le leadership. Il pensait à l'Égypte. Et vous avez la civilisation confucéenne, la Chine, le Japon et les autres. Et puis vous avez la civilisation négro-africaine, qui doivent aussi se réunir entre eux. Mais ils doivent avoir un pays qui sera une puissance qui va aider à résoudre les conflits plus facilement à l'intérieur de cet espace culturel. Et en ce qui concerne cet espace négro-africain, il a considéré qu'il y a 3 pays qui ont le potentiel pour assurer le leadership. C'est l'Afrique du Sud, c'est les pays les plus puissants militairement, les plus riches d'Afrique. Il y a le Nigeria, les pays les plus populeux. Ils sont à 120, 130 millions d'habitants. Ils ont le pétrole, ils ont l'argent, une forte densité. Et puis vous avez la RDC, qui a l'espace, qui a les hommes. La population congolaise double tous les 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 70, donc dans 25 ans, attendez, nous allons nous attendre à être dans les 140 millions d'habitants. Donc, beaucoup de richesses de sous-sol, scandale géologique, comme on dit. Mais il dit, voilà, le Nigeria a des points faibles pour assumer ses leaderships. C'est les conflits entre les musulmans et les chrétiens. Ça l'affaiblit. L'Afrique du Sud, on ne peut pas dire que c'est tout à fait un pays de la civilisation négro-africaine, parce qu'on sait très bien que l'économie est entretenue par les Occidentaux. C'est un pays à moitié noir, à moitié blanc. Donc le pays qui est bien positionné, c'est le Zaïre. Par fierté, nous devons essayer d'assumer cette vocation.
C'est aux Congolais, c'est à nous d'aller régler les problèmes entre Hutu et Tutsi au Rwanda. Parce que nous avons des Hutus et des Tutsis chez nous, qui vivent, qui cohabitent pacifiquement. Donc si nous redevenons forts, nous allons montrer aux Rwandais comment les Tutsis et les Hutus peuvent cohabiter tranquillement. Nous avons au Congo, chez nous ici, les Bangala et les Bakongo qui vivent pacifiquement. Un jour, nous devrons aller montrer aux Congolais de Brazza que les Bangala et les Bakongo de Brazza peuvent vivre pacifiquement parce que nous le faisons chez nous. Et ainsi de suite. Donc, le Congo est à sa position géostratégique au cœur de l'Afrique. Nous devons par fierté vouloir accomplir cette vocation. Il faut redevenir fort. Nous avons les moyens, nous avons les hommes, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un leadership éclairé qui puisse réellement nous montrer le vrai chemin, là où nous devons aller. Et je vous dis, j'étais un peu désespéré à un moment. Quand je regarde dans quelle situation se trouve notre population, on a l'impression que nous sommes tous devenus des mendiants, des escrocs, des menteurs, des fainéants, des paresseux. Il y a Monseigneur Melchisedec de Butembo. Un jour, je me plaignais de cet état des choses. Il m'a dit non, ça c'est pas un problème. Le problème c'est les, comment on appelle ça, les bergers. Les jours où cette population trouvera des bons bergers, il fera un très bon peuple. Donc, pour revenir à votre question, même par fierté et par intérêt, nous devons tout faire pour bâtir une nation qui soit respectée, considérée ici en Afrique. C'est possible, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve, pourquoi? Je donne juste deux exemples. En 1960, lorsque les Belges partent, la RDC se trouve sur la même ligne de départ en termes de développement avec le Canada, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Aujourd'hui, je crois que nous avons pris 50 ans de retard. Les dernières célébrations du 30 juin 1960 ont été marquées par l'absence d'une partie de la classe politique. L'opposition congolaise semble boycotter ces célébrations. Que pourriez-vous dire à ceux qui vous écoutent à cet instant pour que le 30 juin soit, à l'instar du 14 juillet en France, une fête véritablement nationale? Oui, en fait, cela reflète l'état d'esprit de la classe politique congolaise, où on considère que la lutte politique, c'est la lutte pour l'accès aux ressources du trésor public. Et on y accède à tour de rôle. Donc, il y a eu le tour de Mobutu et de ses amis, les 32 ans, ils sont partis. On dit maintenant, on a eu le tour de Mouzé et ses amis, avec qui après il s'est fâché en les traitant de conglomérats d'aventuriers. On a l'impression maintenant que c'est le tour du président actuel Joseph Kabila et de ses amis et ses alliés, sa clientèle politique. En d'autres termes, il dit ça, tour Nabiso, c'est notre tour à nous. Vous devez attendre. Donc même les festivités nationales, il y a une famille politique qui se les approprie. Lorsque vous êtes invité, et on ne nous invite pas, je vous informe déjà qu'on ne nous invite pas, mais si par hasard vous êtes invité, on va vous reléguer, même par les services du protocole, on va vous reléguer dans un endroit où vous vous sentez que vous n'êtes pas les bienvenus. Alors pourquoi ne pas rester à la maison? Peut-être suivre ça à la maison en se disant notre tour viendra un jour. Et ça, ce n'est pas bon. Si on continue à gérer le pays à tour de rôle, pourquoi? La conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que dès qu'un groupe arrive, les autres prennent des pirogues, traversent à Brazzaville. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Nous devons être dans un système où les groupes qui gagnent le pouvoir par les élections, on sent réellement qu'ils sont là au service de toute la communauté. Vous avez parlé de la France. Je me souviens très bien les jours où Nicolas Sarkozy est élu président. Dans la salle, devant ses militants, il commence à parler et il cite le nom de Ségolène Royal. La dame est huée. Nicolas Sarkozy était en colère, il était fâché. Il a calmé tout le monde dans la salle. Il dit, je suis devenu président de
tout le monde, pas président de l'UMP, président de tous les Français. Donc, le capitaine d'une équipe qui vient de gagner les élections, automatiquement, il change d'ethnie, il devient l'arbitre, au-dessus de la mêlée. Mais chez nous, on s'accapare du chef de l'État. Il devient leur chef de l'État. Pour les voir, ça devient un problème. Il faut peut-être faire des jeûnes de prière pour qu'un opposant rencontre les chefs de l'État. Et ça, ce n'est pas bon, ça n'apaise pas les esprits. Les autres sont là, frustrés, rancuniers. Et vous savez, parfois, à force de rester dans l'opposition longtemps, on devient même méchant. En disant, les jours où nous aurons les pouvoirs, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et on ne veut pas construire les pays comme ça. Donc, pour revenir à votre question, le 30 juin, c'est une fête nationale. Il faut que ça le redevienne dans son organisation, dans son déroulement. Et puis, il faut éduquer aussi notre population. La population est tellement formée du fait qu'on ne peut être opposant dans ces pays que de manière radicale. L'opposition républicaine, la population ne connaît pas encore. Donc, si on voit Thomas Louaka à la tribune le 30 juin, du secrétaire général du PPRD, la conclusion est simple. Bassombaï. Donc, il a été acheté. Et c'est difficile de faire la République dans ce contexte. Il y a même des gens de l'opposition qui peuvent décliner l'invitation justement parce qu'ils savent que la population ne comprendra pas cette cohabitation républicaine autour des festivités. Nous arrivons à la fin de cette interview. Quel est, selon vous, l'objet le plus important dans ce bureau? La carte de la République démocratique du Congo, ici en cuivre, un produit local. Donc c'est ça, hein. À chaque fois, tout ce que nous faisons, nous disons, nous avons comme finalité, c'est de chercher la prospérité et la grandeur de cet État. Donc à chaque instant, je dois pouvoir me souvenir que toute la lutte que nous menons n'a pour signification que le développement et la grandeur de notre pays. Et puis à côté, vous avez aussi un petit palmier en bois. Un petit palmier, pourquoi les palmiers? Parce que les palmiers dans la culture congolaise symbolisent deux choses. Ça veut dire un palmier, lorsque vous avez une fête chez vous, on met les branches de palmiers pour dire que nous sommes contents, il y a une fête ici. Et lorsque vous avez un malheur, on met aussi des feuilles de palmiers. Ça veut dire que dans le malheur, dans le bonheur, vous pouvez compter sur nous, nous serons avec vous. Donc c'est les palmiers, dans la joie, dans la tristesse, nous serons ensemble pour le Congo.